Nous sommes toujours avec Anastasia Kirilenko, Philippe Gély, Amiral Vichot et Jean de Glignasti. Et évidemment, on va se pencher sur le dossier du jour aux États-Unis, mais pas seulement. Ça intéresse tous les alliés, les Ukrainiens, les Russes. C'est qui a fait fuiter ces documents classifiés du Pentagone? Eh bien, le voilà. Le voilà, le fauteur de troubles. Le coupable présumé, il est en short rouge, il a un t-shirt kaki au moment où il est arrêté, vous voyez, par une armada de policiers menottés. Ça se passe dans le Massachusetts. C'est un homme de 21 ans. C'est un jeune homme, un très jeune homme, qui occupait en fait un rôle subalterne dans la garde nationale, ce qu'on appelle la garde nationale. Philippe Gély, qu'est-ce que c'est la garde nationale d'ailleurs? La garde nationale, c'est en fait les réserves des États qui peuvent être mobilisés au niveau fédéral. Mais par exemple, avant la guerre le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'était la garde nationale du Tennessee qui formait les soldats ukrainiens dans l'ouest de l'Ukraine. Donc ils sont affectés à des tâches nationales et mobilisables comme... Et ils appartiennent à quel corps? Un corps militaire, un corps de policiers? Ce sont des militaires. Oui, la garde nationale, ce sont des jeunes qui s'enrôlent dans l'armée américaine, mais qui sont prioritairement affectés dans leur propre État. Les Russes ont le même système. Émilie Brossoulou, vous avez scruté le profil de ce jeune garçon qui déstabilise Washington. Alors faites-nous son portrait. Alors, comme vous le disiez, Elisabeth, il est très jeune, il a seulement 21 ans. Il travaille au sein de la Garde nationale aérienne comme technicien informatique sur une base du Massachusetts. Il est décrit comme un fervent catholique et un passionné d'armes à feu. Alors, sa famille vit à Dayton, au sud de Boston. On trouve plus d'informations sur lui en regardant, par exemple, les publications de sa maman sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Dawn Dufo, elle tient une boutique de fleurs. Voici ce qu'elle a publié, notamment un message où elle souhaite bonne chance à son fils une fois qu'il a fini son école. Elle publie une autre photo, là c'était lors de la journée des vétérans, où là on le voit sur cette photo à droite, on voit aussi son mari, son beau-fils et aussi son beau-père. Elle précise que toute la famille finalement fait partie de l'armée. Elle précise aussi que le beau-père de Jack est resté dans l'armée pendant 34 ans et il a pris sa retraite en 2019. Alors de quoi serait-il responsable? Eh bien, il y a à peu près un an, c'était en février 2022, il commence à publier sous le pseudonyme OG des documents classifiés sur le groupe Tuck Shaker Central sur les réseaux sociaux Discord. Donc le groupe est composé d'une vingtaine de membres très jeunes. Il s'est formé dès 2020 autour d'une passion commune, les armes à feu, le matériel militaire et la religion. Les documents que Jack publie sont issus de la base militaire où il travaille. Il avait demandé aux autres membres du groupe de ne surtout pas diffuser les documents et il avait assuré ne pas avoir l'intention d'être un lanceur d'alerte. Regardez ce qu'un membre du groupe a déclaré. C'est une personne intelligente, il savait ce qu'il faisait quand il a posté ces documents, bien sûr. Il ne s'agissait pas de fuite accidentelle d'aucune sorte. Et regardez ce que Jack Texera a écrit juste avant son arrestation. « Je vous aime tous, je n'ai jamais voulu en arriver là. J'ai prié Dieu pour que cela n'arrive jamais. Et j'ai prié. Seul Dieu peut décider de ce qui va se passer à partir de maintenant. » Selon les membres de ce réseau, il voulait juste informer sur la guerre en Ukraine qu'il qualifiait de déprimante. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Émilie. C'est très intéressant parce que pour rester sur le profil de ce jeune garçon, manifestement, on n'a pas affaire à un lanceur d'alerte, à quelqu'un qui se sent investi d'une mission pour alerter le grand public. Et, il a confié les documents, je ne sais pas si c'était pour lui un jeu, peut-être pas, il détestait l'État fédéral, mais il le donnait à un groupe de jeunes, certains étaient mineurs, et il n'avait pas du tout l'intention d'informer la planète entière, comme le fait un lanceur d'alerte. C'est pas ça son profil. C'est ni un lanceur d'alerte, ni un espion à la solde d'une puissance étrangère, c'est important. Ouais. C'est un jeune homme qui veut frimer un petit peu, en montrant à ses copains qu'il a des informations ultra sensibles, qui est mu apparemment par une idéologie quand même puissante, c'est-à-dire on dit pudiquement aux États-Unis qu'il est libertarien, on dirait plutôt chez nous que c'est l'extrême droite qui plus est religieuse. Sur la guerre en Ukraine, on nous explique aussi dans les médias américains qu'il ne comprend pas, il estime que ce sont deux peuples frères, etc. Bon, en réalité, il est probablement
un peu plus sur la ligne russe, on va dire, que sur la ligne ukrainienne. Et il cherche, semble-t-il, à éduquer ses petits camarades sur les réalités, parce que derrière cette idéologie libertarienne, il y a le refus de la version officielle des gouvernements, des médias, bien entendu. Donc, moi, je vous donne, sur ces réseaux très confidentiels, des documents originaux qui vont vous permettre de vous faire votre idée de la véritable situation sur le terrain en Ukraine. Mais il le dit dans la petite confession qu'il fait juste avant son arrestation. Je ne voulais pas en arriver là. Oui. Il n'avait pas du tout l'intention de faire sauter Washington. C'était pas ça. Il s'agissait aussi, dans un jeu de guerre, qui était un jeu de guerre sur Internet, il s'agissait de donner des arguments pour, dans des simulations de combat, prouver qu'il avait raison sur le rapport des forces et un peu contester la manière dont le jeu de guerre traitait les tactiques des uns et des autres. Donc ça commence par un pari stupide ou plutôt par des discussions de fans de ces jeux de guerre pour comparer les positions et les règles établies. Donc je pense qu'on démarre vraiment sur une passion de gamer, de joueur. Oui. On n'est pas du tout sur des préoccupations politiques, religieuses ou quoi que ce soit. On est sur ça. Alors après je pense qu'il y a de la politique. Après qu'il ça soit récupéré, c'est probable. Et puis d'ailleurs, le simple fait que ce groupe se soit constitué étant... Il avait des convictions très anti-fédérales, très anti-Washington, et il voulait partager ça et en fait alimenter ce courant, mais au niveau de ses copains, c'est tout. Voilà. Il ne se prenait pas pour un prophète. Il y a quand même un fond politique, comme l'a dit Philippe. Il y a un substrat isolationniste. Il y a aussi l'idée sous-jacente, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas à dépenser nos sous. Il y a tout ça. Donc ça correspond à une sensibilité qui est croissante aux États-Unis et qui est en gros plutôt républicaine à la droite de l'échiquier et qui est croissante. Parce qu'on voit les sondages montrant que de plus en plus d'Américains considèrent qu'ils dépensent trop d'argent en Ukraine. Donc il y a ce fond aussi qui explique ce geste. Mais alors évidemment, ce qui nous intéresse, l'amiral, c'est comment il a fait. Et comment il a pu faire. Comment ce garçon de 21 ans, qui est un gardien, encore une fois, c'est pas un espion, comme disait Philippe Gély, comment est-ce qu'il a pu avoir accès? C'est ce qu'on appelle chez nous un planton. C'est un coursier. C'est un planton. C'est un coursier, c'est un coursier un peu spécialisé qui va d'un bureau à un autre en transportant des documents protégés. Alors c'est là qu'est la faille de sécurité. La faille de sécurité, c'est qu'on ait confié cette responsabilité à quelqu'un qui a fait l'objet d'une enquête de sécurité, parce qu'il est quand même dans un département qui traite du renseignement, donc il a fait l'objet d'une enquête de sécurité qui manifestement a été très sommaire, et on ne s'est pas du tout préoccupé de la manière dont il remplissait son rôle. Donc il y a une défaillance de ses chefs, il y a une défaillance dans l'organisation et dans le commandement sur le fait qu'il ait pu s'isoler avec ses documents pour pouvoir les prendre en photo. Et donc on est quand même dans une extension assez lointaine du cœur du renseignement américain. On est dans le service de renseignement d'une base aérienne mise en œuvre par la réserve opérationnelle, c'est comme ça qu'on l'appellerait en France, c'est-à-dire des réservistes, c'est pas des militaires d'actifs qui font ça. Mais ce qui est assez stupéfiant, c'est de se demander pourquoi ces gens-là ont besoin de connaître ces informations. Donc il y a manifestement du ménage à faire dans l'organisation du renseignement. On va y arriver, mais... pour comprendre pourquoi on laisse descendre ce genre d'informations jusque-là, à des niveaux aussi peu concernés. On dit qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont accès à ces documents classifiés confidentiels. C'est normal ? Alors, plusieurs milliers de personnes ? Oui, y compris un coursier, comme vous dites ? Exactement. En tout cas, c'est la constatation qu'on peut faire. Alors, ce qu'il faut toujours faire très attention, c'est que dans la gestion du renseignement, en principe, c'est le besoin d'en connaître et le besoin d'en savoir. Et puis, on a différentes gradations dans le document. La solution de facilité, et pour se donner de l'importance, souvent on a tendance à surclassifier. C'est-à-dire il y a des choses qui sont connues, et puis paf, on va mettre un tampon confidentiel défense dessus, pour éviter par exemple des droits d'auteur, de payer des droits d'auteur sur une photo. Ça a été... Attendez, refaites-le-moi. C'est-à-dire que... Vous faites un document avec des photos que vous avez trouvées sur Internet et qui peuvent avoir un droit d'auteur, par exemple. Ça existe. Ça appartient par exemple Maxar, quand il donne des clichés, il met copyright Maxar, et si vous publiez ces clichés-là, vous devez payer des droits à cette compagnie. Pour éviter de payer les droits, on en fait un document protégé, on lui met un tampon,
Et, C'est libre de droit. Cette photo qui est en open access pour peu que vous payiez la photo, elle devient, entre guillemets, libre de droit parce qu'elle est réservée à un circuit très court. D'accord. Vous comprenez ? Parfois, il y a des Parfois, il y a des surclassifications. surclassifications. Évidemment, la direction de la protection, de la sécurité, de la défense veille là-dessus comme le lait sur le feu, parce qu'il faut éviter que qui arrive, qu'on retrouve ces documents avec des mentions de protection à des endroits où ils n'ont pas lieu d'être, et surtout qu'on laisse croire que ce sont des documents protégés alors qu'ils n'ont aucune raison. Mais amiral, il y a donc à boire et à manger. C'est ce que vous voulez nous dire. Et que c'est pas forcément. Mais quand même, ce sont des documents qui ont été présentés comme produits d'analyse du renseignement américain. C'est là que je vous redis que manifestement il y a du ménage à faire parce qu'il y a des bases. Cette base, elle est très loin du feu, donc je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais manifestement, elle n'avait pas besoin d'avoir ces renseignements-là pour exister, pour faire ces opérations. C'est un système informatique qui s'appelle le Joint Worldwide Intelligence Communication Systems. Le problème, c'est que ce jeune homme avait accès à ce système qui est centralisé, bien entendu, peu importe qu'on soit dans le Massachusetts ou au Pentagone même. À partir du moment où on a une clearance, c'est-à-dire une autorisation pour se connecter sur ce système-là, on a toutes ces infos et des milliers d'autres qui tombent comme un... C'est avéré, je veux dire, ce système est fédéral. Oui, mais donc, fédéral, peu importe qu'il soit à Otis ou qu'il soit au Pentagone, la question et le centre de l'enquête va porter sur pourquoi ce jeune homme, à son niveau de compétences et de grade, avait-il accès à ce système centralisé de distribution de renseignements. C'est pas un système qui produit du renseignement, c'est un système qui diffuse. Oui. Mais il y a une autre question, Philippe Gély. C'est que ça dure depuis des mois. Ça a duré, des mois des mois. Et parfois, alors au départ, il voyait les documents, il les retranscrivait en essayant de mettre plein d'annotations, etc. Il a fini par trouver ça un peu laborieux. Donc il a fini par, et on le voit là, par faire des photographies. Mais sur ces photographies, on a vu qu'il y avait parfois des morceaux de sa cuisine, vous savez, on voyait des éléments de son domicile. Il y avait une marque de colle qui a permis de remonter... Qui apparaissait, exactement. Donc il y avait un grand amateurisme. Ça a duré des mois, et des mois avant que ça ne soit divulgué. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est un amateur, c'est justement par ça qu'il est extrêmement difficile à trouver. C'est un amateur plein de bonne volonté, qui passe complètement transparent, qui a un courant d'air entre les deux oreilles, et c'est parce qu'il fait n'importe quoi qu'on en arrive là. Ce qui est scandaleux, encore une fois, c'est qu'il ait été au contact de ces documents et qu'il ait pu les sortir. C'est ça la faute. Oui. C'est pas autre chose. Vous avez raison. Oui, mais on se dit quand même, ça a duré des mois, personne n'a rien vu. Il n'y a pas de système de contrôle. C'est le Washington Post qui a identifié ces journalistes. La source en premier, et c'est le New York Times qui a révélé son nom. Et le FBI qui ensuite l'a arrêté. Oui, derrière. Mais donc on est quand même dans une séquence qui n'est pas tout à fait normale non plus. Ils n'ont pas vu. Non, mais d'un côté, et ensuite, c'est pas eux, finalement, entre guillemets, ça n'est ni l'enquête, ni la police qui a réussi à l'identifier le premier. Ils l'auraient sans doute fait. Ils auraient fini par le faire. Ils sont pris de vitesse par la presse. C'est pas glorieux, comme vous dites, Philippe Gély. Moi, ça m'inspire une remarque, c'est que on a beau avoir des systèmes de renseignement et de cryptage extrêmement sophistiqués, il y a toujours entre l'émissaire et le récipiendaire de l'information toute une chaîne matérielle tout à fait modeste. Il y a toujours le planton, le type qui amène le message, etc. Et 80% des renseignements et des informations qui sont captées par les services étrangers, c'est pas entre l'émissaire et le destinataire, qui chacun sont extrêmement délimités, c'est la chaîne qui permet, ne serait-ce que d'un bureau à l'autre, d'apporter l'information. C'est la poubelle. Et là, alors lui, c'est le planton, mais c'est caractéristique. L'information fuit toujours dans le chemin entre le gars de la photocopie, entre l'émissaire de l'information et le destinataire, quel que soit le cryptage. Il y a un moment où il faut lire le texte écrit en clair, et c'est à ce moment-là que il y a un monsieur qui manipule les papiers, etc. Et ça, c'est général. Mais il y a quand même un défaut de ciblage, de criblage de ce jeune homme qui, vous avez eu l'expression, Amiral, il avait comment de l'air entre les oreilles. En tout cas, il était inconscient. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il ne voulait pas du tout en arriver là. Il était complètement inconscient de ce qu'il faisait. En même temps, c'était un cercle assez restreint et il avait fait jurer aux 20 membres de ce cercle
qu'en aucun cas il ne devait publier quoi que ce soit ou sortir les documents de ce cercle. Évidemment, il y en a un qui s'est cru plus malin et qui les a publiés sur un autre réseau, et c'est là que ça a commencé à et puis il n'est pas du tout à l'abri que d'autres renseignements aient été mis, communiqués par d'autres sous comment dirais-je, dans le bruit de fond créé par cette affaire. Il faut aussi penser que ces informations, elles ont circulé sur un tas de réseaux au fur et à mesure que l'affaire se développait, et qu'à ce moment-là, il n'est pas du tout impossible que d'autres personnes aient injecté des renseignements en profitant du bruit créé, si j'ose dire, pour s'y cacher. En tout cas, sur CNN, il y a un responsable, ou plutôt un grand expert du renseignement qui, effectivement, conclut la même chose que vous. C'est que personne au FBI n'est content de la façon dont cela s'est passé. Parce que tant de choses auraient pu mal se passer, mais ça s'est terminé en toute sécurité. Donc ça, c'est la façon dont les journalistes ont traité l'affaire, mais surtout, beaucoup trop de gens ont accès à des informations très sensibles. Dit un autre responsable à CNN. Beaucoup trop de personnes ont accès à des informations très sensibles. Là, il va y avoir du ménage, effectivement. Incontestablement. Là, c'est-à-dire, on va réduire la voilure, on va limiter l'accès à ces informations à des personnes vraiment concernées. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine fois, exactement. Pourquoi jusqu'à la prochaine fois? Parce que vous resserrez le boulon, et puis petit à petit, il se desserre, et on a besoin du coup de main d'un tel... Je veux dire, ce jeune homme, c'est très intéressant. Il vient d'une famille de militaires sur laquelle les militaires qui l'ont coopté n'ont aucun doute. Oui. Le beau-père a passé 34 ans dans l'armée, le petit a été élevé dans la vénération de la patrie, etc. Donc le contrôle de sécurité, il est rapide, il est presque bâclé. Voilà. Et ça se reproduira. Mais ça pourrait se passer ou pas en France? Ah bah, ça peut tout à fait se passer en France. On peut recruter comme ça. Il n'y a pas d'endroit où on est invulnérable. Simplement, on fait autant d'efforts qu'ailleurs, et il faut faire attention. Mais ça peut se passer en France. Parce que là, je ne fais rien à l'affaire. Dans le Bureau des légendes, une série que vous avez sans doute vue, il y a un jeune génie de l'informatique qui est recruté pour aller s'infiltrer dans un service de renseignement russe. Bon, c'est un génie de l'informatique et il rend les services. Là, c'est pas ça, c'est pas le même profil. On dit même pas que c'est un crack. C'est même pas un espion. Et vous savez, c'est pas un espion. Il y a des histoires d'espionnage extraordinaires où en fait c'était la femme de ménage qui a récupéré les documents dans la poubelle. Et on lui demandait simplement, la personne qui l'a commandité, lui disait simplement, la seule chose que je vous demande, c'est de me rapporter les papiers qui sont dans la poubelle. Oui, enfin là, il n'avait pas l'air d'être actionné. Elle savait même pas ce qu'elle prenait, mais ça servait beaucoup à l'analyste derrière pour lui y trouver ce qui était intéressant et ce qui n'avait aucun intérêt. En tout cas, à Washington, ça se passe assez régulièrement. Donc, il y avait Snowden et il y avait Assange. C'est pour ça. Mais c'est pas le même profil, Anastasia. Ça n'est pas le même profil. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que c'est pas assez protégé. Ça me rappelle l'histoire, mais vous vous en souvenez mieux que moi. Mais il y avait l'affaire Vetrov dans les années 80. L'agent russe. L'affaire Vetrov, c'était l'agent du KGB. Il a partagé des documents avec l'espionnage français à l'époque de Mitterrand parce que l'espionnage américain a été infiltré. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui, très bien. Oui. C'est-à-dire? Eh bien, c'est la DST qui avait réussi à non pas soudoyer, parce qu'il l'avait fait par idéologie, en fait, Vetrov, colonel du KGB, et qui n'avait pas voulu s'adresser aux Américains, qui s'est adressé aux Français. Et alors, dans l'histoire, ça a été une sorte de ticket d'entrée de Mitterrand. Quand il avait des ministres communistes, les Américains se méfiaient de lui, et Mitterrand a fait passer aux Américains toutes les informations données par Vetrov pour dire, voyez, je joue le jeu atlantique, je suis un bon allié. Ça a joué un rôle très important dans l'histoire, cette défaite. Au départ, ils se méfiaient des Américains parce qu'ils étaient infiltrés. Et alors, quelles conséquences? On minimise un peu le rôle de ce gamin, parce que c'est un gamin, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Et le fait qu'il ait inclus des gens dans son cercle sur les réseaux en leur demandant le secret absolu, il savait quel type de documents il diffusait. Alors, il le faisait pour des raisons patriotico-politiques qui seront à déterminer. Mais je ne crois pas, si vous voulez, compte tenu de ce qu'on a dit ce matin ici, que ce jeune homme va prendre une tape sur la main et sortir défiler de la police militaire ou du FBI dans 15 jours. Non. Il va prendre cher. Attendez, très cher. Il risque en dépit du fait qu'il risque la perpétuité. Oui.
en dépit du fait qu'il ne soit ni espion, qui a dit ni vendu à une puissance. qu'il allait sortir et défiler? Non, mais on dit c'est le type qui porte les documents d'un bureau à l'autre, oui, mais... et qui ne savait pas ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Alors, il y a débat, mais en tout cas pour Pat Ryder, écoutez, c'était tout à fait délibéré ce qu'il faisait. Encore une fois, nous continuons à examiner ces listes de distribution, à les mettre à jour, à nous assurer qu'il y a des choses à savoir, qu'il s'agit d'une affaire pour laquelle nous avons mis en place des règles. Chacun d'entre nous a signé un accord de non-divulgation. Tous ceux qui ont une habilitation de sécurité. Tout porte donc à croire qu'il s'agit d'un acte criminel, d'une violation délibérée de ces règles. C'est une autre raison pour laquelle nous continuons à enquêter et à soutenir l'enquête du ministère de la Justice. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Gély, amiral, que finalement vous n'êtes pas en désaccord? Il avait un rôle subalterne, c'était un coursier, et pourtant il savait ce qu'il faisait, sans avoir voulu le divulguer au-delà de son petit cercle de 20 personnes. Oui, c'est bon. Voilà, il voulait faire un peu le malin. Ce qu'on sait aujourd'hui, voilà, il y a un aspect de frime, tout bêtement. Voilà. Et il y a un aspect, je pense, d'idéologie politique. C'est là qu'il faut que l'enquête aille jusqu'au bout et montre à quel point ce paramètre est important. C'est possible. Oui, mais les premiers éléments et les déclarations... C'est quand même un garçon dont les camarades ont donné au New York Times, au Washington Post, des vidéos où il fait des déclarations racistes et antisémites. Je veux dire, c'est quelqu'un qui estime que cette guerre en Ukraine n'a pas de raison d'être parce que c'est le même peuple, entre guillemets. Enfin, vous voyez, toute on peut dire, pardon, Philippe Gély, et vous me contredisez si je me trompe, que ça n'est pas non plus une partie très marginale de l'opinion américaine. Hein. Oui. Non, il n'est pas marginal. Je ne serais pas surpris qu'on nous explique que cette famille est trumpiste, quoi. Je veux dire, c'est typique. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une grosse récupération du côté des Républicains. Mais vous pensez que des têtes vont tomber ? Ah ben la sienne déjà, c'est sûr. Hein. Non mais en dehors de la sienne, pardon, et pas au sens propre. Son chef direct et quelques officiers supérieurs de la base, voir leur carrière, va s'arrêter là. Hein. Mais même au-delà, est-ce qu'on peut imaginer que le secrétaire d'État à la Défense soit quand même mis en cause dans cette affaire qui est un scandale pour... Oui, enfin, faut pas exagérer. Non, attendez, ça justifierait pas. Alors à ce moment-là, ça serait un superbe coup pour les Russes. Il faut quand même rester dans la mesure. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail et qui doivent être sanctionnés. Après, à un niveau, ça s'arrête. Et il ne faut surtout pas que les Américains se privent de talents de gens absolument remarquables sous prétexte qu'ils avaient une responsabilité qui n'était pas autre chose que de la hiérarchique dans cette affaire. Ça serait vraiment stupide de leur part. Et il faut faire attention parce que les Américains, c'est parfois leur défaut. Il y a eu comme ça une affaire de corruption dans la 7e flotte américaine qui a bloqué toutes les promotions de la marine américaine pendant près de 3 ans, avec un dégât énorme qui est que des tas de gens extrêmement compétents et extrêmement brillants ont quitté la marine parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient plus d'avenir pour une affaire de corruption qui ne concernait qu'un certain nombre, somme toute assez réduit, de malfrats. Je pense en effet qu'au-delà d'un certain niveau hiérarchique, les sanctions profiteraient à l'ennemi, en l'occurrence aux Russes. Comment dire, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Jean de Glignasti, puis Anastasia aussi, on va nous parler des Russes, bien sûr. On va entendre pour les Russes. Oui, moi ce qui me frappe en effet, c'est le parallélisme. Il y a même pas 15 jours, il y a là aussi alors c'est dans les communications, mais il y a une défection russe qui, on laisse supposer, a dû passer énormément d'informations aux Américains, le type des communications qui suivaient Poutine. Et comme par hasard, 15 jours après, il y a cette affaire. C'est peut-être pas forcément un hasard. C'est-à-dire qu'il y a un message en disant, bien sûr, vous nous espionnez, mais nous aussi, on a des moyens d'informer. Parce que la diffusion des documents, il faudra ensuite qu'on la regarde. Il y avait le petit cercle de 20 personnes, puis ensuite c'est arrivé au New York Times, par quelle voie, comment. Et donc il y a aussi peut-être un message des services secrets russes en riposte, en quelque sorte, à la défection de l'officier de communication de Poutine. Je suis encore plus complotiste que vous sur cet aspect. Vous avez mentionné que ça avait pris plusieurs mois. En effet, ils ont été publiés dans un chat restreint déjà au mois de janvier. Et pourquoi ça sort maintenant ? Et aussi... Attendez, qu'est-ce qui a été publié au mois de janvier, là, il y a 2 mois ? Ça,
les mêmes documents, mais ils ont été rendus vraiment publics sur des forums d'extrême droite au mois d'avril. Mais en plus, la propagande russe les exploite dans le sens que, regardez, l'Ukraine est incapable, c'est la preuve, tandis que dans les documents même, il y a des preuves de tout et de contraire. Par exemple, il y a une estimation des pertes russes de 110 000 hommes, ce qui est énorme, et c'est les estimations du FSB que les Américains ont procuré. Donc là, au moment où on parle de la contre-offensive imminente quand même des Ukrainiens, sortent soi-disant des fuites qui confirment que ça ne va pas si bien pour l'Ukraine. Bon, j'ose peut-être, mais ça peut être aussi une fuite contrôlée. En tout cas, c'est classique pendant les guerres. Une fuite contrôlée. Pour désinformer l'adversaire, parce que les Russes... C'est ce qu'on a dit au départ. C'était une hypothèse, mais... Les Russes sont convaincus, maintenant ils jubilent. Et comme Poutine est dans sa bulle, il peut réussir à croire que tout va bien pour lui, qu'il va gagner. Mais Anastasia, jusque-là, les Russes, sur les télés qu'on regarde très souvent, étaient relativement, comment dirais-je, sur la réserve. Parce que c'est vrai qu'il y a des renseignements qui non plus ne les servent pas, ne servent pas leur cause. Alors que là, sur l'arrestation...